Salut à tous, vous êtes sur la chaîne lecateau.fr. Aujourd'hui, nous allons parler encore un petit peu de Jeanne d'Arc. Nous allons la retrouver grâce au livre de Régine Pernoud, Génon Jeanne la Pucelle, qui a été paru en 1994. N'hésitez pas à partager notre travail, à déposer votre magnifique pouce bleu et à laisser un commentaire. L'article que je vous présente est bien sûr disponible sur notre site lecateau.fr et le lien est en description. Jeanne, écoutant ses voix, a inspiré de façon plus ou moins heureuse les peintres de la fin du XIXe siècle. Telle a opté pour la simplicité, l'ingénuité d'une bergère inspirée avec ses moutons, telle autre a été plus sensible à l'étrangeté du dialogue avec un monde surnaturel. Pour Jeanne, passer le temps des premières frayeurs semble s'être établi une sorte de familiarité avec ses voix, ou son conseil comme elle les appellera aussi. Elle l'affirmera sans embâche durant le procès. « Je vous ai dit que ce sont Sainte Catherine et Sainte Marguerite, et croyez-moi si vous voulez. » Cette voix a-t-elle parfois changé sa délibération ? Jamais je ne l'ai trouvée en deux paroles contraires. Cette voix que vous dites vous apparaître, est-ce un ange ou vient-elle de Dieu immédiatement ? Cette voix vient de par Dieu, et je crois que je ne vous dis pas pleinement ce que je sais. J'ai plus grand peur de faire faute en disant choses qui déplaisent à ces voix que je n'en ai de vous répondre. Les habitants de Vaucouleurs, gagnés à sa confiance, lui offrent des vêtements d'homme pour qu'elle puisse chevaucher, ainsi qu'un cheval. Finalement, Jeanne et ses 6 hommes prennent le départ de Vaucouleurs quelque temps après le dimanche des Bures, c'est-à-dire le 13 février de l'année 1429. Jeanne a alors 17 ans. La petite escorte allait mettre 11 jours pour traverser la France de Vaucouleurs à Chinon, ce qui représente une excellente moyenne puisqu'il lui a fallu franchir quelques 600 km. On ignore les étapes précises du parcours, sauf la première, le monastère de Saint-Urbain de Joinville. Il ne fallait pas attirer l'attention des Anglais et donc éviter les principales villes et les principaux ponts. C'est pour Jeanne la première épreuve, et les 6 hommes qui l'entourent sont petit à petit gagnés à sa cause durant ce compagnonnage de tous les instants où ils courent ensemble une multitude de périls à travers des chemins peu sûrs, comportant des fleuves qu'il faut franchir à gué. Lorsqu'ils atteignent le terroir demeuré français à Auxerre, Jeanne d'abord entend la messe dans la grande église, précise-t-elle, c'est-à-dire dans la cathédrale. À l'étape suivante, Sainte Catherine de Fierbois, elle dicte une lettre à l'attention du dauphin. C'est ainsi qu'elle appellera Charles jusqu'au moment où il sera sacré. Sans doute, Collet de Vienne fut-il désigné pour porter cette lettre, conformément à sa fonction. Robert de Baudricourt avait par ailleurs dépêché un autre héros, qui dut arriver à Chinon peu après Jeanne et ses compagnons. On place généralement cette arrivée au 6 mars 1429. Le château de Chinon dresse au-dessus de la vallée de la Vienne des ruines qui restent encore imposantes aujourd'hui. Il était puissamment fortifié. L'année précédente, en 1427, le dauphin Charles y avait réuni des états généraux qui avaient tout au moins permis de constater la fidélité de la France du Midi à sa cause. Aux Bourguignons s'opposaient décidément les Armagnacs. Le touriste qui aujourd'hui monte jusqu'au château en empruntant ce qu'on appelle toujours la rue Jeanne d'Arc voit d'abord parmi les restes de murailles détruites, destruction qui date du XVIe siècle et provient surtout de l'abandon dans lequel il fut laissé par les ducs de Richelieu auxquels ils appartenaient. Un mur auquel est resté comme suspendu une cheminée, c'est celle de l'ancienne salle de château où Jeanne fut reçue par le dauphin. Le roi prend conseil de son entourage. Faut-il recevoir cette fille qui vient d'une extrémité du royaume, des Marches de la frontière de Lorraine ? Serait-ce une folle, une illuminée, ou pire encore, une espionne ? Finalement, il décide de la recevoir et, après 2 jours d'attente, Jeanne, le 3e soir, est admise à pénétrer dans la grande salle du château. Elle va droit au roi, lequel s'était dissimulé parmi les seigneurs de son entourage et lui délivre l'essentiel de son message. « Gentil dauphin, Génon Jeanne la Pucelle, et vous mande le roi des cieux par moi que vous serez sacré et couronné dans la ville de Reims, et vous serez lieutenant du roi des cieux qui est roi de France. » Ajoutant après les questions du roi, « Je te dis, de la part de Messire Dieu, que tu es vrai héritier de France et fils de roi, et il m'a envoyé à toi pour te conduire à Reims, pour que tu reçoives ton couronnement et ta consécration, si tu le veux. » On peut imaginer l'effet de semblables paroles sur ce jeune dauphin de 26 ans qui, depuis la mort de son père fou en 1422,
n'a vécu qu'incertitude et difficultés, après une jeunesse plus que troublée, puisqu'il a vu mourir successivement ses 2 frères aînés, Louis et Jean, et les calamités de toutes sortes s'abattent sur un royaume que l'on compare alors à une nef sans gouvernail. Charles attire Jeanne un peu à l'écart, près de cette cheminée demeurée suspendue entre ciel et terre, et il a, avec elle, un entretien secret. Après l'avoir entendue, il paraissait radieux, déclara plus tard au procès de réhabilitation Simon Charles, un des principaux témoins de la scène. Que lui a-t-elle dit? A-t-elle révélé au roi une prière que celui-ci aurait faite, seul dans son oratoire, comme il l'a confié plus tard à l'un de ses proches? Lui a-t-elle confirmé qu'il était bien le fils de Charles VI, et non pas un bâtard comme le bruit courait? Jeanne est obstinément restée muette sur ce point. Toujours est-il que la petite paysanne est admise à demeurer au château. Un logement lui est assigné dans la tour de Couldray qui subsiste toujours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.